Bienvenue dans Smart Bourse, votre double dose quotidienne de marché en direct sur Bismart chaque jour à la mi-journée, 12h30, 13h. Et en fin de journée, la grande édition désormais à partir de 17h pendant 1 heure. Au sommaire de cette édition de la mi-journée, calme plat sur les marchés avant le discours de Jérôme Powell. Très attendu évidemment, ce sera le point d'orgue du symposium de Jackson Hole. La rentrée des banquiers centraux, le discours de Jérôme Powell est attendu à 16h heure de Paris. Le marché cherche des indices, des détails, des précisions peut-être sur un éventuel calendrier qui permettrait à la Réserve fédérale américaine de commencer à réduire graduellement sa politique d'achat d'actifs, ce qu'on appelle le tapering dans le jargon des marchés. Rendez-vous donc ce soir à partir de 17h pour débriefer donc cette grande rentrée des banques centrales dans le Wyoming à Jackson Hole. En attendant, je vous le disais, c'est le calme plat sur les marchés. Vous aurez les infos clés de cette séance dans un instant avec Alix Nguyen et puis on prendra le temps de faire le bilan du mois d'août et même le bilan de l'été sur les marchés avec les indicateurs de flux que nous apporte Cantalis chaque dernier vendredi du mois. On sent une attitude un peu plus défensive depuis quelques semaines, quelques mois de la part des investisseurs. On verra comment est-ce que tout cela se traduit concrètement dans les flux de marché. Jean-François Bay sera avec nous en visioconférence et puis on parlera d'immobilier. Bien sûr, impossible de parler de votre patrimoine, de vos placements sans parler d'immobilier. C'est Jean-Marc Peter, le directeur général de Sofidy, spécialiste des SCPI, qui sera avec nous en plateau pour évoquer l'investissement immobilier et les perspectives en matière d'investissement immobilier en cette rentrée. Calme plat sur l'ensemble des grands marchés avant la prise de parole de Jérôme Powell. Les infos clés à mi-séance, c'est avec Alix Nguyen. Prudence toujours à la bourse de Paris. Il en va de même pour les principales bourses européennes qui évoluent sans tendance. Des investisseurs comme figés à quelques heures de la prise de parole de Jérôme Powell, le président de la Fed qui intervient donc dans le cadre du symposium économique de Jackson Hole, le rendez-vous estival amorcé hier. Au cours de son discours, il devrait s'exprimer sur l'impact économique de la propagation du variant Delta du coronavirus, mais on l'attend surtout sur les intentions de la Banque centrale en matière de réduction de ses achats d'obligations. Le tapering demeure en effet la préoccupation des marchés. Tout aussi prudente hier, Wall Street cédait du terrain en réaction aux interventions de 3 présidents d'antennes régionales de la Fed. Ils se sont exprimés dans les médias américains. Esther George, la présidente de celle de Kansas City, qualifiait hier la réduction des achats d'actifs de la Fed d'appropriée et s'est dite favorable à un tapering qui débuterait dès à présent. Et puis James Bullard de la Fed de Saint-Louis s'est lui aussi dit en faveur d'un début rapide d'une réduction des rachats d'actifs. Même chose pour le président de la Fed de Dallas, Robert Kaplan, qui s'inscrit dans la même lignée. Sur le plan des statistiques, avant le fameux discours de Jérôme Powell, on surveillera aux États-Unis les revenus et dépenses des ménages pour le mois de juillet. Nous prendrons ainsi connaissance de l'indice des prix corps PCE, soit la mesure de l'inflation privilégiée par la Réserve fédérale. En France, d'après une étude menée par l'INSEE, le moral des ménages s'est légèrement détérioré en août. Il repasse pour la première fois depuis le mois de mai en dessous de sa moyenne de longue période. Sur le plan des matières premières, on relève une hausse marquée des cours du pétrole sous l'effet de la menace d'un ouragan dans le golfe du Mexique. L'événement conduit plusieurs compagnies à réduire leur production. Côté valeurs, les bancaires et le luxe sont à la peine. La Croix publie de son côté un chiffre d'affaires de 127,2 millions d'euros au titre du deuxième trimestre 2021, soit une progression de 58,7% par rapport à la même période un an plus tôt. Le groupe de plasturgie Plastivaloir ajuste son objectif de chiffre annuel entre 670 et 680 millions d'euros contre 700 millions précédemment, un recalcul dû à une pénurie de composants électroniques. Dans le secteur de la santé, Carmat a annoncé une nouvelle implantation commerciale de son cœur artificiel
en Allemagne. Et puis Quantum Genomics a demandé à Euronext de suspendre la cotation de son titre à compter d'aujourd'hui, alors qu'elle présentait ce matin les résultats d'une étude. Alix Nguyen qui nous accompagne en ouverture de Smart Bourse chaque jour à la mi-journée à 12h30 et à 17h dans l'édition du soir sur Bismart. Que dire des flux de marché, du comportement des investisseurs à travers la période estivale qui nous accompagne encore en ce moment, avant la grande rentrée à Jackson Hole pour les banquiers centraux et puis sans doute la semaine prochaine également pour la plupart des opérateurs de marché. Jean-François Bay est avec nous en visioconférence, directeur général de Cantalis. Bonjour et bienvenue Jean-François. Oui, merci beaucoup d'être là. On vous retrouve chaque dernier vendredi du mois pour ce grand tableau de bord des marchés. On peut d'ailleurs peut-être regarder la période estivale dans son ensemble. C'est le point qu'on faisait fin juillet avec vos équipes, Jean-François. On est toujours dans l'idée que 2021 sera une année record en termes de collecte sur les fonds actions et sur les produits investis en actions, même si on note peut-être un peu plus de prudence depuis quelques mois. Oui, vous avez raison. Je pense qu'on restera sur un millésime 2021 qui sera exceptionnel pour l'industrie de la gestion en Europe et dans le monde aussi. À peu près 300 milliards de collectes nettes à fin août. Ça vous donne en annualisé plus de 400 milliards de collectes. On va battre le record de 2020, mais c'était beaucoup à l'époque sur les monétaires et on va se rapprocher du record de 2017. Bon, en tout cas, ça restera... Voilà, 2 à 3 fois ce qu'on avait communément l'habitude de voir sur l'industrie de la gestion. Donc ça reste un très bon millésime aussi en termes de mix produit, puisqu'on est beaucoup sur des fonds actions. Les 3/4 des flux en fait sont déversés sur des fonds actions. Alors vous avez raison, si on regarde de manière un petit peu plus tactique ce qui s'est passé récemment, sur le mois d'août et sur l'été, juin-juillet, on est quand même beaucoup plus calme que ce qu'on a connu en 2020, fin 2020 ou 2021. Vous vous souvenez, on était de l'ordre de 30 milliards de collectes par mois, 30 à 40 milliards. Pour vous donner une idée, c'est ce qu'on a d'habitude en une année. Donc les gérants actions ont énormément collecté sur la période. Et c'est cette fameuse grande rotation qu'on attendait tous. On sort un peu du monétaire et des taux et on est en tête potentiellement une hausse des taux et de l'inflation, et puis on rentre sur des actifs risqués, des actions. C'est ce qui s'est passé, ça se calme. Je pense qu'effectivement, on a eu un été globalement calme sur les marchés et sur les flux, même si le mois d'août repart en positif. J'allais dire relativement calme, on peut le lire dans les deux sens. C'est beaucoup moins élevé que ce qu'on a connu sur le rythme de 2021, et c'est aussi pas de baisse, j'allais dire c'est calme, tant mieux. Il n'y a pas eu de gros mouvements de sortie non plus. Ce qui est aussi à noter, c'est je pense qu'il y a eu un phénomène, je le disais, de scénario en cas en 2020 qui était très clair pour les gérants. Ouais. Un scénario de rebond technique début 2021, beaucoup sur des cycliques, qui était pour les gérants actifs aussi une visibilité et un choix, un pari qui était assez facile à capter. Aujourd'hui, on le voit bien sur les flux et aussi sur les marchés. On a quelque chose de plus compliqué. C'est plus compliqué pour les gérants actifs. Et donc du coup, il y a des multiples rotations qui s'expriment, et donc ça se voit dans le bilan de l'été 2021. C'est plutôt positif sur les États-Unis et l'Europe, mais c'est très négatif sur les flux, sur la Chine et sur les émergents. Ce qui est un peu l'inverse de ce qu'on avait connu en 2020. C'est plus diffus sur les thématiques. On avait l'habitude d'évoquer ensemble vraiment un engouement très fort des thématiques de gestion, soit on jouait le scénario en cas, la tech, la growth, la value, les cycliques. Donc c'est plus compliqué sur cet été. On a des investisseurs qui privilégient des fonds blend, comme on dit, donc des fonds plus diversifiés. On va chercher des produits tout terrain, c'est ce qu'il faut comprendre, Jean-François. Produits tout terrain, 4-4, et puis c'est moins des investisseurs qui se dirigent moins vers les gérants actifs, plus sur les ETF. En se disant, voilà, je vais jouer les indices. Visiblement, c'est
contexte un peu compliqué, donc je vais plutôt me tourner vers des indices pour essayer de me laisser porter par la hausse s'il y a une hausse, parce que de toute façon, visiblement, la baisse, les banques centrales et les États sont là pour empêcher tout niveau de risque. Vous avez vu le niveau de VIX, cette volatilité qui est historiquement très faible, donc ils se disent, bon tiens, finalement, revenons sur les États-Unis, revenons sur les ETF. C'était donc ma question, Jean-François, effectivement, oui. Comment vous analysez cette situation? Bon, la collecte se calme un peu, on va chercher des produits un peu plus tout-terrain, on prend moins de paris thématiques, par exemple. On va se réfugier aussi à travers des produits indiciels ETF, dont on sait qu'on peut s'exposer très rapidement, mais sortir très rapidement également d'un marché. Est-ce que dans le marché, on se prépare à un renversement de tendance? Voilà, si les choses se calment, est-ce que la tendance favorable aux actifs risqués peut à un moment se retourner? Oui, alors d'un côté, vous avez raison, on peut se dire que le scénario TINA n'a jamais été aussi prégnant, there is no alternative. Vous avez des investisseurs où on leur explique que les taux sont très très bas, les banques centrales sont à la manœuvre et soutiennent, l'épargne est abondante, vous avez vu les statistiques du livret A, de la collecte du livret A où on bat encore des records. Hier, je voyais un dirigeant de la Caisse des dépôts qui s'arrache les cheveux, parce qu'en actif passif, il collecte énormément d'actifs sur le livret A. On bat les records de 2020, qui était une période, mars-avril 2020, qui était une période un peu cathartique de panique et de flight to liquidity. Et à côté de ça, il ne peut pas investir et soutenir l'épargne, le logement. Je crois que vous avez un spécialiste des marchés immobiliers. Voilà, les mairies et l'écologie pèsent sur la libération de terrain et la construction de logements. Donc aujourd'hui, vous avez plus globalement des investisseurs qui ont énormément d'épargne, qui voient en plus l'inflation pointer le bout de son nez, qui voient que les résultats des entreprises sont pas trop décevants. Donc ça donne des flux et un soutien au marché, quoi qu'il en coûte, j'allais dire, de manière assez régulière, même si ça s'est calmé cet été. Mais à côté de ça, vous avez des investisseurs et des marchés qui ont moins de visibilité parce qu'on vous parle d'inquiétude des variants, parce qu'on vous parle d'inquiétude sur le commerce mondial et la Chine, parce qu'on vous parle d'inflation, parce qu'on vous parle de la Fed et du tapering des banques centrales, ou en tout cas de la Fed. Et donc, ça donne un sentiment plus partagé. On y va par éviction, moins par conviction, ce qui était le cas fin 2020, début 2021. On y va plus timidement. Et je pense que, oui, vous avez raison, on a un peu une étape charnière. Est-ce que l'étape charnière, c'est demain ou après-demain? J'en sais rien. Mais en tout cas, je pense que les investisseurs commencent à se mettre en position de changement un peu de paradigme, de plus de marché, de discrimination, de sélection, de flexibilité par rapport à des mouvements qui étaient vraiment très techniques, très forts il y a quelques mois. Et là, le discours, j'allais dire, de la Fed, puisque les marchés directeurs, il ne faut pas se tromper, ça reste les marchés de taux, les discours des banques centrales et de la Fed est vraiment très très surveillé, et on voit bien qu'il y a une sorte de processus de lisibilité, de visibilité à donner au marché. Sur un tapering, voilà, un processus qui commence des messages qui commencent à être diffusés, qui donnent une sorte de hausse des taux directeurs mi-2022. Mais à côté de ça, du coup, donc l'histoire et le mouvement est annoncé, et en se disant attention de ne pas se précipiter et de ne pas faire des corrections trop fortes sur les marchés. Je pense notamment à l'Europe et le niveau d'endettement européen et le besoin de financement en Europe et dans le monde. Il ne faudrait pas casser la machine et casser le mouvement. Donc on est un peu effectivement sur ce plateau, sur cet effet plateau. Pas sûr que ça corrige demain ou après-demain, vu les flux qui s'investissent sur les actifs risqués, et sur le Bitcoin et sur les footballeurs parisiens. Mais effectivement, il faut se préparer. Si vous êtes investisseur moyen terme et que vous avez 12-24 mois devant vous, il faut se préparer à un changement. Vous avez évoqué d'un mot la Chine, Jean-François, quand même, sur les flux et les produits que vous screenez, que vous suivez chez Cantalis. Est-ce qu'on parle, je sais pas, d'hémorragie d'ailleurs, pourquoi pas, sur les produits investis sur la Chine et la tech chinoise en particulier? Est-ce qu'on a des mouvements de décollecte, de sorties importants à signaler? Non, il n'y a pas de grosses sorties sur les fonds en Chine à ce stade. Je pense que les investisseurs ont en tête effectivement la révision de la croissance chinoise, et de l'autre côté, cette sorte d'arrêt de la spéculation et voilà, sur les valeurs tech.
la mainmise sur les valeurs tech. Et donc ça a calmé les ardeurs, parce que le flux sur la Chine, le marché chinois était très, très élevé. Donc ça a plutôt tendance à calmer les flux, mais pas de trop grosses sorties aujourd'hui constatées sur les flux Chine. Et on a aussi beaucoup de collectes sur des fonds dette chinoise. Les investisseurs peut-être se disent que le gouvernement chinois pilote justement cette réduction, ralentissement de la croissance. Et puis aussi, on a un yuan qui est potentiellement peut s'apprécier dans le contexte. Il est, selon certains, assez sous-évalué. Et donc, voilà, nous, on n'a pas constaté d'hémorragie à ce stade sur les actions chinoises. Merci beaucoup, Jean-François. Jean-François Bay, avec nous chaque dernier vendredi du mois dans Smart Bourse, le grand tableau de bord des marchés. Et on retrouvera à vos côtés Bertrand Lamiel dès le mois prochain, directeur général de Ports en Part Gestion. Parlons immobilier à présent, investissement dans l'immobilier à travers les SCPI. Et c'est donc Jean-Marc Peter qui est à mes côtés, le directeur général de Sofidy, un des acteurs de référence sur ce marché des SCPI en France. Bonjour et bienvenue Jean-Marc. Bonjour Grégoire, merci. Oh, la petite interview de rentrée qui va bien déjà pour effectivement regarder un peu les grands segments du marché immobilier dans cette phase de reprise économique. Quelles sont les constatations que vous pouvez dresser en cette rentrée, Jean-Marc, notamment peut-être en commençant par les segments qui ont été les plus sur le devant de la scène à travers la crise pandémique, ceux dont on prédisait la fin, la mort il y a encore quelques mois, le commerce et les bureaux. Alors j'ai l'impression que le discours de disparition totale du commerce et du bureau est un peu passé, mais les questions sont quand même toujours là. Effectivement, Grégoire, je pense qu'on assiste à une forme de retour à la normale. Et je pense que tout le monde a bien compris que les commerces qui étaient un peu vilipendés, dont on pensait qu'ils n'allaient pas passer la crise, tout le monde a bien constaté qu'ils étaient aux premières loges pour profiter donc de la reprise de la consommation des Français, parce que les Français ont beaucoup épargné pendant la pandémie. Donc les chiffres ont été assez spectaculaires lors de chaque déconfinement d'ailleurs, et lors du dernier, celui dans lequel on est et qu'on espère voir se prolonger. Et donc, toutes les formes de commerce n'ont pas repris, mais le commerce de proximité, qui a aussi fait ses preuves pendant les périodes de pandémie, puisque c'était le seul moyen de sortir, de se nourrir, de se soigner, etc., de se faire couper les cheveux, donc à retrouver ces lettres de noblesse. S'agissant du bureau, donc il y a ce fameux télétravail. Je pense qu'on va assister à la faveur de la rentrée au fur et à mesure des annonces des entreprises et peut-être aussi du gouvernement que finalement il ne va pas y avoir unanimité sur le télétravail généralisé et qu'on sera plutôt dans une logique de écoutez les gars, merci de rentrer au bureau. On entend ça, on a commencé à l'entendre et je pense qu'on va l'entendre de plus en plus. Cela étant, le télétravail, ça peut être aussi un moyen pour un certain nombre de secteurs qui souffrent ou qui sont confrontés à des challenges importants à l'avenir. Je pense par exemple à l'automobile avec l'arrivée de l'électrique, mais aussi le secteur bancaire européen qui marche beaucoup moins bien, même si les chiffres aujourd'hui sont très bons, que le secteur américain qui ont des agences, etc. Donc le télétravail peut aussi être utilisé comme un moyen de faire des économies. Donc j'espère que les économies se limiteront à l'immobilier et ne porteront pas sur le capital humain. Mais le télétravail, je dirais, plus qu'un choix de société, surtout, je le déplore, un moyen pour certaines industries qui peut-être souffrent pour aller faire beaucoup d'économies. Pour autant, les entreprises qui sont dynamiques ont besoin des bureaux. On est en phase de reprise. Les entreprises vont se développer, en tout cas on l'espère, c'est ce qu'il y a aujourd'hui, vont se créer et auront besoin de bureaux. Et donc les bureaux retrouvent leur rôle normal. Le bureau d'hier, où il y a quand même l'idée d'un bureau de demain, enfin d'une nouvelle manière d'appréhender le bureau. Alors, Jean-Marc, l'intérêt des SCPI et de ceux qui investissent à long terme dans l'immobilier, c'est qu'on achète surtout des emplacements, et plus les emplacements sont sympathiques et de qualité, plus c'est facile de faire évoluer les choses. Clairement, les bureaux vont évoluer. Ils ne cessent d'évoluer depuis des dizaines d'années. Un bureau des années 80 n'a rien à voir avec celui d'aujourd'hui, encore moins celui de demain. Et peut-être que la pandémie va aussi faire qu'on aura paradoxalement besoin de plus de surface de mètres carrés. Entasser les gens aujourd'hui, c'est ce que j'ai entendu, n'est pas très feng shui. On peut imaginer que... S'il faut mettre 2 mètres, 2 mètres 50 de distance entre chaque gars dans des open space,
Ça veut dire qu'au minimum, il faut la même surface qu'avant, voire peut-être un peu plus. C'est possible. Donc l'immobilier évolue, c'est normal, il n'a jamais cessé d'évoluer depuis même des siècles. Ce qui est important, lorsqu'on investit sur le long terme, c'est d'identifier les bons emplacements et ensuite, quelque part, on a une partition et on crée la musique. Comment vous regardez, alors je ne sais pas si c'est de l'immobilier alternatif, non, parce que la santé, ça devient quand même de l'immobilier cœur aujourd'hui. Et puis alors dans les nouveaux immobiliers qui sont apparus ces dernières années, il y a tout le thème de la logistique, là on parle vraiment d'immobilier de croissance. Comment vous regardez là ces deux segments qui pour le coup ont été totalement préservés, voire même la pandémie a été encore un accélérateur pour ces segments immobiliers? Alors, c'est deux choses différentes. La santé, nous, on est très prudent sur ce type d'immobilier parce que il faut pas l'amalgamer. C'est pas parce qu'on achète de l'immobilier de santé qu'on achète de la santé. L'immobilier de santé est formidablement utile, mais il se caractérise par le fait qu'il n'est pas forcément bien placé parce que la santé, c'est pas un achat d'impulsion, c'est un achat de destination. Donc, c'est pas forcément des emplacements très qualitatifs. Et puis, c'est de l'immobilier un peu compliqué. Si jamais on veut le transformer demain en bureau ou en logement, il faut faire beaucoup de travaux pour le transformer. Donc l'immobilier, si vous voulez, il faut savoir ce qu'on achète. Est-ce qu'on achète un locataire? Est-ce qu'on achète une thématique ou est-ce qu'on achète un emplacement? Nous, on est plutôt partisans de privilégier l'emplacement. Et de surcroît, la santé, vous l'avez dit, est très à la mode. Tout le monde est évidemment très concerné par la santé. Et donc, quelque part, une sorte de pollution sur l'envie d'acheter l'immobilier de santé. Et donc, comme c'est à la mode, c'est très cher. Et donc, il faut être, je pense, assez sélectif et bien regarder ce qu'on achète, la qualité des emplacements, plutôt que d'acheter un thème qui nous rassure. Oui, je comprends. S'agissant de la logistique, là, pour le coup, c'est très à la mode aussi, c'est très cher. C'est vrai qu'on a assisté à des envolées de prix et de loyers, mais quelque part, la logique est là. On a besoin de plus en plus de logistique, le e-commerce, etc. Et les emplacements sont rares parce qu'on n'artificialise pas, ou en tout cas moins demain, les sols. Et il faut être dans des endroits très spécifiques, dans des hubs, etc. Et donc, c'est vrai qu'aujourd'hui, ça fait un peu froid dans le dos, c'est très cher, mais peut-être que les loyers et les valeurs vont continuer de progresser. Et en plus, la logistique se développe maintenant en centre-ville. Vous avez même ce qu'on appelle les drive piétons ou même les dark kitchens. Vous savez, ces cuisines. C'est de la logistique. C'est de la logistique. Et nous, comme on aime bien investir dans des bons emplacements, c'est-à-dire dans le cœur des métropoles françaises et européennes, on a envie aussi d'acheter ce type d'actifs qui participent à cette logistique de la logistique. Je sais, l'emplacement, mais même pour la santé, même pour l'immobilier de logistique, vous dites l'emplacement, ça reste quand même le facteur ou un critère incontournable. Oui, et en fait, le secret de tout ça, c'est que aujourd'hui, il y a des phénomènes séculaires qui continuent d'être en œuvre, c'est la métropolisation. C'est-à-dire qu'en fait, les grandes métropoles européennes vont continuer de se développer et sans doute plus verticalement qu'horizontalement, puisqu'on va de moins en moins artificialiser les sols. Et donc, il faut acheter de l'immobilier là où il y a le maximum de gens. Et donc, c'est dans ces métropoles qu'il convient d'acheter. Et on achète effectivement des emplacements. Les CPI, c'est des investissements long terme. Les investisseurs, qu'ils soient jeunes ou plus âgés, qui préparent leur retraite ou qui veulent se constituer un patrimoine, ils investissent pour des dizaines d'années et donc on essaie effectivement d'acheter des actifs qui vont prendre de la valeur et qui auront toujours une utilité, même si celle-ci peut évoluer au fil du temps. À propos de grandes métropoles européenne, vous l'avez dit, Jean-Marc, c'est le lancement, c'est le produit que vous lancez cette année chez Sofidy, donc une nouvelle SCPI qui s'appelle Sofidy Europe Invest, avec l'idée, c'est vrai que quand on parle de gestion de son patrimoine, de placement, le mot d'ordre, c'est diversification à tous les étages, pour toutes les classes d'actifs, etc., à commencer par l'immobilier. La raison d'être de ce produit, c'est justement de sortir du seul marché français. Alors, il y a plusieurs marchés dans l'immobilier français, plusieurs segments évidemment qui permettent d'être diversifiés, mais là vous apportez une diversification géographique sur le territoire européen, c'est ça? Exactement. La raison d'être des SCPI, c'est évidemment d'atténuer le risque immobilier, et pour atténuer le risque immobilier, il faut mutualiser les risques et donc diversifier au maximum. Donc on diversifie en ayant plein de locataires, on diversifie en ayant différents types d'actifs, bureaux, commerce, santé, logistique qu'on a évoqué, mais aussi une diversification qui est géographique, donc ne pas se limiter à la France, c'est aller capter
capter des cycles immobiliers qui peuvent être un peu décalés. Alors nous, on a tendance plutôt à investir dans les pays d'Europe du Nord qui, pour nous, sont plus solides, avec moins de risques politiques, économiques, de dette, etc. Et on a la capacité de le faire, puisqu'en fait, on a commencé à acheter de l'immobilier à l'étranger depuis maintenant 15 ans dans Immorand, qui est notre flagship, donc aux Pays-Bas, en Allemagne, en Angleterre, en Irlande, en Autriche. Vous dites, on veut donner accès justement à ces différents marchés européens, s'exposer aux différents cycles immobiliers qu'on peut trouver en Europe, qui sont des marchés réputés difficiles d'accès, vous dites, pour le client final, pour l'épargnant, le particulier. C'est sûr que le particulier pourrait avoir du mal à acheter un bureau dans le cœur de Londres, ou une boutique à Dublin ou à Berlin. Mais il y a peu de produits finalement qui proposent. Il y en a quelques-uns sur le marché, mais c'est vrai que pour faire un bon job, c'est pas en disant on va faire une SCPI européenne qu'on va forcément faire un produit qui va durablement générer de la performance. Il faut avoir un footprint, il faut avoir une connaissance, être installé sur place. Et c'est vrai que c'est le cas pour nous. On fait partie d'un groupe qui s'appelle TQE avec des bureaux puissants partout en Europe. Et donc il faut être très avancé dans la courbe d'expérience, parce qu'il faut bien investir, bien gérer, bien exécuter les deals. Il y a aussi la fiscalité qui est importante. Donc si on veut faire un produit un peu 4x4, comme vous disiez, tout terrain, il faut effectivement avoir une connaissance du terrain, les bonnes affaires. Si vous achetez de Paris, ça veut dire que l'allemand ou l'anglais n'a pas voulu du deal que vous êtes en train d'étudier. Est-ce que les rendements des SCPI seront à la hauteur cette année, Jean-Marc ? C'est la question un peu de marché d'ailleurs pour votre segment d'activité, ou est-ce que c'est trop tôt d'ailleurs pour poser cette question ? Non, je pense qu'on a une bonne vision. Vous savez, l'immobilier, c'est des baux de long terme, etc. Donc après une année 2020 qui a quand même tenu ses promesses, puisque en moyenne les SCPI en fait 4,18, chez nous c'est un peu plus. Je pense qu'il y a un consensus, et en tout cas c'est le cas chez nous, pour dire que, et on l'annonce évidemment sous toute réserve, parce que rien n'est garanti dans nos métiers, dans les différents bulletins trimestriels de nos fonds, l'objectif c'est de reproduire cette performance en 2021, qui sera un peu une année de transition, dans un environnement quand même de reprise économique assez vif, en espérant bien entendu qu'on n'ait pas d'autres surprises sanitaires, avec quand même une grande différence aujourd'hui, c'est qu'il y a les vaccins. Merci beaucoup Jean-Marc. Merci d'avoir été avec nous pour nous apporter votre expertise et votre éclairage sur cet investissement immobilier. Vous êtes directeur général de Sofidy, un des grands acteurs de référence de la gestion d'actifs immobiliers à travers les SCPI. Et donc, je le redis, le lancement de Sofidy Europe Invest. Voilà, pour diversifier ses investissements immobiliers à travers l'Europe. Jean-Marc Peter, DG de Sofidy, qui est avec nous dans Smart Bourse à la mi-journée sur Bismart. On se retrouve ce soir en direct à 17h.